All right. Très bien, asseyez-vous tous. Très bien. Mademoiselle Fitzine, vos prochains témoins. Très bien. Monsieur Gafford, levez-vous et levez la main droite. Vous confirmez que Momentum s'apprête à donner son café? C'est bien ce que vous dites? Oui. Madame, d'accord. Asseyez-vous, donnez-moi votre nom. Merci. Veuillez indiquer votre nom pour le procès-verbal, monsieur, et épeler votre nom pour notre greffière. Je m'appelle Sean Gathright. Seanghathright. Quelle est votre date de naissance? Je suis né le 20 octobre 2005. Monsieur Gathright, vous avez entendu des personnes s'exprimer ici aujourd'hui en votre faveur, ainsi qu'hier, et je sais que vous souhaitiez vous adresser au tribunal et au jury. Donc, j'aimerais vous demander ce que vous souhaitez que le jury sache. Je veux simplement m'adresser au tribunal aujourd'hui. Et, vous savez, je ne suis pas ici pour contester quoi que ce soit. Je suis simplement ici pour être un homme, assumer mes responsabilités et exprimer ce que je ressens par rapport à toute cette situation. Vous savez, c'est ce que j'ai l'intention de faire. D'accord. Et comment vous sentez-vous? J'éprouve énormément de remords. Tu sais, Boss, c'est une situation terrible. Ça a été une expérience traumatisante. Tu sais, Laissez-moi vous poser cette question. Quel âge aviez-vous au moment de votre arrestation? j'avais 18 ans. On a entendu que tu avais commencé l'université, mais tu n'es sûrement pas allé loin. N'est-ce pas? C'est ça. Qu'est-ce que tu as fait depuis que tu es en prison? Y a-t-il des programmes? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux faire là-bas? Donc, tu sais, je me suis inscrit à des programmes. J'ai aussi, tu sais, grandi dans l'église et, tu sais, dans une famille chrétienne. Donc, j'ai recentré ma vie sur le Christ. Et, tu sais, j'ai suivi beaucoup de programmes religieux. J'ai lu la Bible de la première à la dernière page. J'ai essayé de partager la parole, tu sais, et tu sais, on a des cercles de prière en détention et des choses comme ça. J'ai dirigé quelques cercles de prière, tu sais, et j'ai essayé, tu sais, avec des jeunes de mon âge ou plus jeunes, tu sais, puisque j'ai 20 ans maintenant. Quand tu as 18 ans, tu vas dans les unités pour adultes et des choses comme ça. Donc, si je vois quelqu'un qui, tu sais, a beaucoup de potentiel et qui a une chance de profiter de cette occasion pour se corriger et ne pas revenir, tu sais, j'essaie de le prendre sous mon aile. Comme tu peux le voir, j'ai beaucoup de ressources et une grande famille qui m'aime. Et ils m'ont même demandé, tu sais, s'il y a quelqu'un là-bas qui n'a pas ce genre de soutien, à qui, tu sais, on pourrait envoyer un peu d'argent, tu vois, quelque chose comme ça. Alors j'ai essayé, tu sais, d'être un instrument pour que Dieu répande mes bénédictions sur ceux qui m'entourent. Nous avons entendu M. Bonasca qui a dit que, tu sais, en prison, il y a parfois des occasions d'être mentor ou de animer des séances d'accueil et des activités entre pairs. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait? Bien sûr, tu sais, je veux vraiment faire de mon mieux pour aider les autres à éviter de suivre une mauvaise voie, surtout les jeunes. Je sens que c'est ma vocation que Dieu a mis dans mon cœur d'être un mentor pour les jeunes et d'avoir une influence positive dans ce monde. Et ces relations alors? Comme tu l'as dit, tu as beaucoup de gens autour de toi. Est-ce que tu arrives à maintenir ces relations aujourd'hui? Oui, donc je veux dire, toutes les personnes avec qui j'entretiens une relation n'ont pas pu être présentes aujourd'hui ou même témoigner. Mais tu sais, je leur parle tous les jours, chaque semaine ou toutes les 2 semaines. Tu sais, j'apprécie profondément mes soutiens et je veux garder une relation avec eux pour le reste de ma vie.
Et je sais, tu sais, on ne va pas parler de l'affaire en elle-même, n'est-ce pas? Mais tu as dit que tu prenais tes responsabilités, que tu te sentais pleine de remords. Dis-nous ce que tu veux dire par là et quel message tu veux faire passer. À la famille de la victime, tu sais, je veux présenter mes plus sincères condoléances. Et tu sais, je comprends que c'est difficile de perdre un enfant, un meilleur ami, un frère, un cousin. Et pour cela, je ne pourrai jamais m'excuser assez. Tu sais, je me sens vraiment mal par rapport à la situation, mais je crois fermement que Dieu peut utiliser n'importe quoi pour le bien, même ce que le diable voulait pour le mal. Et donc, je suis reconnaissant pour les personnes que j'ai rencontrées, pour les leçons que j'ai apprises, pour cette expérience en général, parce que c'est quelque chose que je n'oublierai jamais et qui va façonner le reste de ma vie. Ça ressemble un peu à ce dicton, c'est un peu cliché, mais tu fais de la limonade avec des citrons ou quelque chose comme ça. De la limonade avec des citrons. D'une manière ou d'une autre. Évidemment, je ne fais pas de limonade, mais il me semble que tu vas essayer de tirer le meilleur parti d'une mauvaise situation. Est-ce que c'est à peu près ça? Bien sûr, Et tu vas continuer à faire ça? bien sûr. Je vais essayer de continuer à mener une vie humble, une vie juste, essayer de faire ce qui est bien en toutes circonstances. Comptez-vous vous renseigner? On a entendu parler de cours, programmes et activités proposées en prison pour rester occupé. Prévoyez-vous d'y participer? Oui, donc moi, vous savez, entendre le témoignage de Raoul, c'était, vous savez, le premier aperçu que j'ai eu de ce à quoi la prison pourrait ressembler. Vous savez, je veux rester aussi occupé que possible. Vous savez, éviter les mauvaises fréquentations. Vous savez, je veux garder un travail, participer à des programmes, essayer de m'inscrire à toutes les formations professionnelles possibles, garder mon dossier disciplinaire irréprochable pour avoir accès aux meilleurs privilèges et recevoir la visite de ma famille. Et vous savez, je veux juste rester à l'écart. Vous savez, je veux juste que tout soit aussi paisible et simple que possible. Même en sachant que vous ne sortirez pas, vous voulez profiter au mieux de votre séjour en prison? Bien sûr. Je veux dire, qui ne le ferait pas? Si vous allez passer le reste de votre vie quelque part, pourquoi ne pas rendre votre vie un peu plus facile? Et vous êtes jeune, n'est-ce pas? Vous avez 20 ans. Oui, madame. Votre honneur, puis-je avoir un instant? Oui, Je n'ai plus de questions pour ce témoin. d'accord, restez. Vous seriez d'accord avec moi pour dire que Charles Jones était jeune aussi, n'est-ce pas? Relativement jeune, oui, monsieur. 26 ans, n'est-ce pas? Oui, monsieur. C'est ce que les preuves nous ont montré, n'est-ce pas? Vous étiez assis ici à regarder cela, n'est-ce pas? Les preuves qui ont été présentées au cours des dernières semaines? J'étais juste là. Oui. Et vous voulez assumer vos responsabilités maintenant, n'est-ce pas? Vous voulez assumer vos responsabilités maintenant que ce jury vous a reconnu coupable, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Quelques semaines après notre procès. Est-ce votre témoignage? Je vais faire droit à l'objection. Vous avez indiqué que c'était une expérience traumatisante, c'est bien cela? Oui, monsieur. Vous venez d'en témoigner, n'est-ce pas? C'est ce que j'ai dit. Veuillez patienter un instant, votre honneur, nous allons essayer de tout régler. Oui. Juste... Merci, Monsieur. je vous en suis reconnaissant. Pièce 25C, vous vous souvenez de Jano Norris? Oui, monsieur. Vous vous souvenez de lui? Il était très jeune quand c'est arrivé, non? Je ne savais pas quel âge il avait. Début de la vingtaine, 22 ans, ça vous surprendrait? Non, ça ne me surprendrait pas. Ouais, Jano Norris, qui n'est pas membre d'un gang, qui est l'ami de Charles Jones depuis qu'ils sont enfants. C'est la base légale. Ok. D'accord. Approchez, maître.
26C. Xavier Edwards. 25C. Gino Norris. Vous avez vu les photos d'autopsie de Charles Jones? Ma question pour vous est la suivante. Après que vous et vos amis avez infligé ce carnage le 23 juin, et pendant que vous couriez, pièce à conviction 2059C, c'est en fait vous qui courez pour leur tirer dessus. Mais quand vous couriez en repassant devant cette Tesla, est-ce que vous ressentiez un profond traumatisme à ce moment-là? C'était il y a tellement longtemps, J'essaie de ne rien me rappeler de cette nuit-là. Éprouvais-tu des remords en courant avec cette AR-15 dans les mains? Comme je l'ai dit, j'essaie d'oublier cette nuit. Est-ce que c'était traumatisant pour toi de retourner à la voiture avec cet AR-15? Est-ce qu'il fumait encore? Était-il encore chaud dans tes mains après avoir tiré? Objection retenue. Est-ce que tu ressentais encore du remords en remontant dans l'Impala? Comme je l'ai dit, j'essaie juste de me concentrer sur aujourd'hui et d'aller de l'avant. Donc, le lendemain, cet Impala, c'était ta voiture. Tu la conduisais, non? C'était celle de ta mère, mais tu la conduisais, c'est bien ça. Oui, monsieur, c'était la voiture de ma mère. D'accord. C'est avec cette voiture que tu es allé de Jacksonville à Tampa, c'est bien ça? Je vais m'opposer à cette question. J'y viens, votre honneur. Pourquoi ne pas y aller directement? Donc, cette voiture, cette Impala que vous avez conduite de Jacksonville à Tampa avec Monsieur Chance et Mademoiselle Andrews, celle que vous avez conduite en tandem avec la Silver Cruise, c'est la même voiture que vous avez utilisée pour transporter l'équipe d'assaut, l'équipe de tir dont vous faisiez partie cette nuit-là. Cette même voiture que vous avez conduite dans Tampa aux premières heures du matin pendant plusieurs heures en traquant, filant et chassant Charles Jones et son entourage. Objection retenue. Cette même Impala, vous l'avez conduite jusqu'au comté de Paul le lendemain et vous l'avez laissée chez votre grand-mère, n'est-ce pas? C'est bien la même grand-mère venue hier soir témoigner pour vous? Allez-y, vous pouvez répondre à cette question, n'est-ce pas exact? Quelle est la question? Vous avez déposé l'Impala, celle qui transportait tous ces tireurs, celle qui a été utilisée dans ce meurtre. C'était un élément si essentiel dans ce plan. Vous l'avez laissée chez votre grand-mère à Auburndale, n'est-ce pas? Je suis ici pour témoigner à propos d'aujourd'hui. Allez-vous répondre à cette question ou l'éviter? Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Nous comprenons tous pourquoi vous êtes ici et ce sur quoi vous témoignez aujourd'hui. Je vous interroge précisément sur vos remords. Aviez-vous des remords lorsque vous avez déposé cette voiture et que vous l'avez laissée chez votre grand-mère à Auburndale? Je suis bien allé chez ma grand-mère. Éprouviez-vous des remords lorsque vous l'avez prise dans vos bras, que vous êtes monté dans le Fort Runner et que vous l'avez laissée avec l'Impala après l'avoir nettoyé? Monsieur, je vous dis simplement qu'aujourd'hui, j'aimerais exprimer mes remords à la famille, sans détour. Je comprends ce que vous essayez de faire aujourd'hui. Je vous demande, puisque vous essayez de convaincre ce jury que vous avez des remords, ressentiez-vous des remords le lendemain ou plus tard ce jour-là? Je ne me souviens pas en détail de ces jours-là, de ce que je ressentais, de ce que je pensais. Et plus tard ce soir-là, quand vous êtes allé à Orlando, aviez-vous des remords quand vous faisiez la fête au Club Parley pour célébrer ce que vous aviez fait ce jour-là? C'était la fête d'anniversaire de ma sœur. Avez-vous ressenti des remords pendant que vous buviez de la tequila Don Julio, que vous mettiez cela dans votre vidéo et que vous faisiez des signes de gang? Je suis ici pour témoigner sur ce qui se passe aujourd'hui, monsieur. Nous avons tous vu et examiné les preuves. Monsieur Chance, Ce n'est pas le moment pour vous de faire des discours. Vous avez répondu poliment aux questions de votre avocat. Ne pouvez-vous pas répondre aux questions du ministère public? Quelque chose dans ma question vous échappe-t-il? j'allais y venir, je suis désolé, monsieur. Gathright, j'ai appelé Monsieur Chance. Excusez-moi, j'allais donner ma réponse. Comme je l'ai dit, j'ai vu toutes les preuves. Eh bien, Nous avons tous vu toutes les preuves. oui, monsieur, c'est vrai. Et après que toutes ces preuves ont été présentées et que ce jury a rendu son verdict en se basant sur cela pour vous condamner, maintenant vous assumez la responsabilité. C'est bien cela? Objection retenue.
Je crois que la question posée concernait les remords pendant la période intermédiaire. C'est exact, votre honneur. J'ai juste besoin de répondre à cette question. Je vais donc vous poser la question précisément, d'accord? Concentrez-vous bien, monsieur Gathright. Éprouviez-vous des remords lorsque vous étiez au Club Parley à Orlando en train de boire du Don Julio? Aviez-vous des remords pour ce que vous aviez fait plus tôt dans la journée? Je ne me souviens pas de ce que je ressentais ou pensais. Avez-vous ressenti des remords lorsque la police vous a arrêté dans le Fort Runner quelques jours plus tard? Je ne me souviens pas. J'étais nerveux. Je n'avais jamais vécu quelque chose d'aussi public. Avez-vous ressenti des remords lorsque vous déchargiez l'Impala et que vous mettiez toutes ces preuves dans le Forerunner? Avez-vous ressenti des remords? Monsieur, je vous ai dit que je ne me souviens ni de mes sentiments ni de mes pensées à cette époque. Monsieur Gathright, vous avez mené, vous serez d'accord avec moi, une vie extrêmement privilégiée, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Vous seriez d'accord avec cela, n'est-ce pas? Je suis d'accord. Votre mère était aimante, non? Oui, monsieur. Une sœur aimante, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Tu as eu 2 merveilleuses grand-mères, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Tu serais d'accord avec moi, n'est-ce pas? Je ne pouvais pas le nier. L'un d'eux, probablement, j'imagine, s'est sacrifié et a payé pour que tu ailles dans cette école privée, cette école préparatoire, n'est-ce pas? Ce n'était pas payant. C'était un programme spécialisé, donc j'ai dû postuler, et c'était un système de tirage au sort. C'était un système de tirage au sort, d'accord, donc c'était un programme spécialisé. Oui, monsieur. Très bien, elle vous a soutenu pour y aller, n'est-ce pas? Tout le monde m'a soutenu. Elle vous a ouvert sa maison, vous a accueilli, soigné, et en gros, elle s'est comportée comme une mère pour vous, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Elle vous a gardé quand vos parents étaient en mission, non? Oui, monsieur. À l'époque, je vivais chez ma grand-mère. Mes 2 parents étaient soit à la retraite, soit sortis de l'armée. Je vivais simplement là-bas, en fait. J'avais besoin de changer d'air et ma relation avec mon père n'était pas tenable. D'accord, c'est donc quand vous étiez à Oxford avec votre grand-mère. Oui, monsieur. La gentille dame que nous avons vue plus tôt est entrée ici. Oui, monsieur. Celle qui vous a soutenu et qui a parlé de vous avec tant d'affection, c'est bien ça? Oui, monsieur. Donc, vous êtes allé dans cette école préparatoire et que vous y soyez entré par tirage au sort ou non, vous serez d'accord avec moi. Tout le monde n'a pas la chance d'aller dans une école comme celle-là, n'est-ce pas? L'école à tirage au sort, l'école publique à programme spécialisé que j'ai fréquenté, c'était au collège quand je vivais à Jacksonville. L'école que j'ai fréquentée à Oxford, c'était simplement un lycée public. Un lycée public. D'accord. Mon erreur. Donc vous êtes allé dans cette école préparatoire à Jacksonville? Oui, monsieur. Encore une fois, cette école n'était pas accessible à tous les enfants, n'est-ce pas? Non, monsieur. Peu d'enfants ont la chance d'avoir un conseiller et modèle comme Monsieur Edwards, n'est-ce pas? Non, monsieur. J'ai été très chanceux. Et peu d'enfants ont l'occasion de voler en avion avec leur beau-père, n'est-ce pas? Non, monsieur. Et voler en Asie et voir des îles au large des côtes d'Okinawa, n'est-ce pas? Non, monsieur. Vous avez vraiment eu beaucoup de chance, non? Oui, monsieur. Tous les enfants n'ont pas la chance d'aller en Écosse, non? Non, monsieur. Ou en Irlande? Non, monsieur. Ou à Paris? Non, monsieur. Ou à Londres? Non, monsieur. Ou en Espagne? Non, monsieur. Le Cap ou Johannesburg ou les deux en Afrique du Sud? Le Cap. Le Cap, belle ville, n'est-ce pas? Tu as pu vivre ça en grandissant, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Parce que tu avais des personnes tellement aimantes autour de toi pour te soutenir, n'est-ce pas? Oui, monsieur. En fait, ta grand-mère t'a accompagné lors de ce voyage, n'est-ce pas? Ou pas pour celui-là, mais pour une étape de ton voyage. C'est bien ça? Oui, monsieur. Ouais, oui, monsieur. On a entendu que tu as retrouvé ta sœur pendant un de ces voyages, c'est ça? Oui, j'ai eu ce privilège. Donc tu as toujours eu quelqu'un pour prendre soin de toi et tu as toujours eu de solides figures masculines de référence, y compris des personnes à l'église de ta grand-mère et ton beau-père, Monsieur Harrington, c'est bien ça? J'ai eu des modèles masculins dans ma vie en grandissant. Mais pendant mes années les plus formatrices, surtout entre 16 et 18 ans, je n'en avais pas. Je n'avais pas de relation avec mon père. Et les modèles masculins qui sont venus et ont témoigné étaient présents, mais pas d'aussi près que lorsque j'étais plus jeune, peut-être pendant les années de collège. Mais quand j'ai eu entre 16 et 18 ans, ce sont les femmes qui ont vraiment eu cette relation de soin et de soutien avec moi.
Merci d'avoir clarifié cela, je vous en suis reconnaissant. Ces dernières années, je n'avais plus cette relation personnelle et très proche avec ces modèles masculins dans ma vie. Vous avez entendu mon beau-père dire qu'après le divorce... J'ai entendu, Monsieur Chance. Permettez-moi d'interrompre. D'accord, Revenons à ma question, je suis désolé. monsieur, Gathright, je suis désolé. Je n'arrête pas de vous appeler comme ça, Monsieur Gathright. Laissez-moi revenir à ce que vous avez dit plus tôt. Entre 16 et 18 ans, vous n'aviez pas de modèle masculin? C'est ce que vous dites au jury? je ne dis pas que je n'avais aucun modèle masculin, mais au quotidien, vous savez, les jeunes hommes ont besoin de figures fortes. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. J'ai demandé si vous aviez eu un modèle masculin entre 16 et 18 ans. J'avais une personne vers qui je pouvais me tourner, mais pas de façon intime. Monsieur Edwards, c'est bien ça? Oui, monsieur. Il était resté en contact avec vous-même après que vous soyez passé au lycée, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Nous avons clairement maintenu une relation. Mais vous semblez plutôt enthousiaste à ce sujet, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Vous êtes parti en croisière avec lui à un moment donné, n'est-ce pas? Oui, quand j'étais plus jeune, oui. Nous avions une relation très proche. Et donc, d'après ce que vous dites, si je comprends bien, les femmes, je suppose que vous parlez de vos grands-mères et de votre mère, ont comblé ce vide? Oui, monsieur. C'était mes grands-mères, ma mère, ma sœur. Donc, laissez-moi comprendre. Laissez-moi voir si j'ai bien compris. Quand vous avez grandi et que vous étiez élevé par une mère qui était militaire, plus précisément officier dans l'armée, N'est-ce pas? Je ne sais pas exactement quel était son grade. Je sais qu'elle était sergent. mais dans le corps des Marines. Oui, monsieur. Elle était dans le corps des Marines. D'accord. Ensuite, votre beau-père était dans l'armée de l'air, c'est ça? Oui, c'est vrai. Depuis que vous aviez 3 ans jusqu'à leur divorce en 2020, Oui, monsieur. très bien. Ils vous ont appris la différence entre le bien et le mal, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Nous avons entendu cela de votre grand-mère, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Mademoiselle Lyle vous l'a dit, elle nous a dit pareil. Exact. Ils vous ont élevé dans l'église, appris les 10 commandements et la différence entre bien et mal, n'est-ce pas? Oui, ils l'ont fait. Très bien. Et ils étaient d'excellents modèles pour vivre votre vie de manière disciplinée, honnête et juste, n'est-ce pas? Et en respectant la loi, n'est-ce pas? Ils n'avaient vraiment pas à s'inquiéter pour moi. Eh bien, laissez-moi juste poser ma question. Seriez-vous d'accord avec ce que je vous dis? Qu'ils étaient d'excellents modèles pour mener une vie morale? Oui, monsieur. Ils ont clairement posé les bases. Puis-je avoir un instant, votre honneur? Oui. Je n'ai rien d'autre, votre honneur. Très bien, réinterrogatoire. Monsieur Gathright, même si vous êtes en vie. Je pense que c'est moi qui ai fait ça. Malgré ce que vous appelez une éducation bénie, vous vous retrouvez quand même ici aujourd'hui, n'est-ce pas? Malheureusement, Là où vous viviez, on parlait du Mississippi. Jacksonville était-elle différente de votre ancien lieu de vie? Jacksonville était différente de toute autre ville dans laquelle j'ai vécu ou que j'ai visité ou de tout autre pays. Les cultures, les quartiers, les gens sont complètement différents. Et quel âge aviez-vous quand tu as commencé à ressentir ce choc culturel? Quand j'ai déménagé à Jacksonville, j'avais 9 ou 10 ans. Tu sais, je ne savais pas vraiment ce que c'était, entre guillemets, la rue. C'est surtout quand je suis arrivé au lycée et que je voulais quitter l'école spécialisée où j'étais. Je voulais aller à l'école du quartier pour rester avec ceux avec qui j'ai grandi, car les écoles spécialisées sont à 30 à 45 minutes de chez moi. Je ne connaissais vraiment personne et je n'étais pas aussi proche d'eux que des gens avec qui j'avais grandi. Donc, vers le lycée, c'est là que j'ai commencé à entendre parler, vous savez, et à voir différentes choses comme la drogue, des gens qui meurent et ce genre de choses. Et j'ai été complètement pris au dépourvu, mais j'étais curieux, genre, qu'est-ce que c'est? Vous savez, en écoutant la musique, j'ai juste été pris au dépourvu. Je n'avais jamais vécu quelque chose comme ça, surtout en vivant au Japon et dans différents États à travers le monde. Je veux dire, dans ce pays, il n'y avait pas ce que Jacksonville avait. Et nous avons entendu beaucoup de personnes qui te connaissaient et je pense que le thème récurrent, c'est que tu étais mature, intelligente et intéressée par beaucoup de choses.
Mais tu avais quel âge à cette époque-là? J'avais 14, 15 ans. Tu sais, je me considérais certainement comme intelligent et mature pour mon âge, mais j'étais encore curieux. J'étais encore un jeune garçon. Je suis toujours un jeune homme. Tu penses que tu étais un peu influençable? Oui, je dirais que parfois j'étais naïf, crédule, influençable. And, yeah. Et donc, malgré cette éducation, est-ce que tu te retrouves, tu sais, tu es dans une culture différente maintenant, mais tu veux toujours réussir autant que possible? Oui, donc être en prison, je suis tout seul, surtout dans une ville aussi éloignée. Je ne connais personne, alors j'ai profité de ce temps pour me recentrer sur moi-même et revenir à l'essentiel, tu sais, à ce que je connais, tu vois, et sans que personne ne me parle ou ne m'influence, tu sais, j'ai écarté toutes les distractions. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de distractions en prison. C'est la même chose tous les jours. Alors j'ai commencé à faire du sport et, tu sais, à suivre des programmes, à essayer de m'instruire davantage, à planifier, tu vois, des choses comme ça. En fait, tout le monde se pose des questions ou tout le monde demande des choses à Dieu, tu sais, ce qu'on veut que Dieu fasse pour nous. Souvent, on ne demande pas ce que Dieu attend de nous. Et donc, j'ai posé cette question à Dieu, tu sais, qu'est-ce que tu veux de moi? Tu sais, je te demande toutes ces choses. Qu'est-ce que tu veux de moi? Et il m'a dit qu'il m'appelle. Tu vois, je sens que ma vocation ou ce qu'il m'a dit, c'était d'être là pour les jeunes, de servir les jeunes, de les empêcher de suivre des chemins similaires parce qu'il y a une meilleure voie. Et la rue, ce n'est pas la bonne voie. La rue, ce n'est pas la bonne voie. Même en ayant tout, les avantages, les privilèges, l'église, les grands-mères, tu peux quand même te retrouver à prendre le mauvais chemin, n'est-ce pas? Objection, question suggestive. À 16 ans. Et tu penses que c'est ta vocation? Oui, j'y suis allé. Objection, le témoin ne répond pas à la question. Cette question a déjà été posée et répondue, mais vous pouvez quand même répondre par oui ou non. Répondez oui ou non. Quelle était votre université? Juste ce que vous étiez en train de décrire. Oui, oui. Ah, J'aimerais bien. Je suis désolé, oui. Attendez simplement qu'on vous pose une question. D'accord, monsieur Gattray. Oui, madame. pas drôle de question.